Je vais commencer par me présenter, vous dire un petit peu mon parcours et pourquoi je décide de faire de l'investissement immobilier et en quoi je pense être compétent. Fils d'artisan maçon, dans la famille tout le monde est dans la maçonnerie, 4 oncles maçons, donc ça fait du monde. Souvent on me raconte une petite histoire, une petite anecdote où quand j'avais 3 ans, mon père et mes oncles étaient en train de construire un immeuble. Et il y avait une échelle qui partait de tout en bas et qui allait jusqu'au dernier étage. Et quand ils ont tourné la tête, j'étais quasiment en haut de l'échelle. Donc mon père s'est mis à grimper jusqu'en haut, mon oncle était en bas au cas où je tombe, et j'avais 3 ans. Ça, c'était mes premières expériences sur des chantiers. Et ça a continué jusqu'à avoir passé le bac pleine crépie, puisque on était en train de faire une façade avec mon père, il me dit on termine. Et moi je lui dis mais faut y aller. Et du coup on a terminé la façade, j'ai passé le bac avec, bien sûr j'étais en retard. Donc au moment où je termine mes études, là mon père me dit bon maintenant tu reprends l'entreprise familiale, tu viens travailler avec nous. Et moi je lui dis non, l'école ça fonctionne bien donc j'aimerais bien continuer. Il me dit bon mais si c'est comme ça, je préfère que tu partes de la maison et que tu te débrouilles par toi-même. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai poursuivi mes études. Aujourd'hui, je suis enseignant. Je donne des cours de commerce et de négociation. Et avant ça, j'ai travaillé dans une entreprise pour vendre différents types de produits. Pourquoi est-ce que je suis parti de cette entreprise? Pourquoi j'ai fait enseignant? Pour différentes raisons, surtout pour avoir une vie familiale plus sympa. Mais à partir du moment où j'ai décidé de rentrer dans l'enseignement, j'ai eu envie d'avoir d'autres activités. J'avais une passion, cette passion de l'immobilier, qui me venait aussi, je pense, de mon enfance et de ce que j'avais fait avant. Donc j'ai commencé à acheter une petite maison pour la retaper. Ça, c'était en 2003. 2003, j'achète une petite maison à Avignon. Je la retape et puis je la revends quelques temps plus tard en résidence principale et je comprends le mécanisme des banques, de l'investissement, de la rénovation. Évidemment, j'avais des compétences et un côté plus professionnel sur le côté artisan, mais plein de difficultés parce que première expérience, des erreurs, énormément d'erreurs au début que j'arrive à passer évidemment parce que j'ai ces compétences-là. Et je me dis mais je vais pas m'arrêter là, je vais continuer, ça me plaît bien de faire ça, c'est quelque chose qui me plaît plus que ce que j'avais imaginé. Donc je continue à faire ça, j'achète une deuxième maison à retaper. Donc là c'est carrément une ruine totale. Ma femme me dit de toute ma vie je viendrai jamais habiter là. Une fois que ça a été terminé au bout de 6-8 mois, elle m'a dit « Oh, j'adore, on le vendra jamais ». Et 1 an et demi plus tard, c'était vendu. Donc on sait jamais ce qui va arriver dans l'immobilier parce que ça fait partie des opportunités qu'on peut rencontrer ou d'un état d'esprit qu'on a sur l'instant. Et on est tous différents, on a tous des envies ou des besoins qui existent aujourd'hui d'une certaine façon et qui vont évoluer dans le temps. Je me souviens qu'à cette époque-là, on adorait le côté provençal dans la décoration. Donc du coup, on avait une maison très provençale avec un carrelage provençal, une cuisine provençale et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Les goûts ont évolué et ont changé et à chaque fois qu'on a fait différentes constructions ou qu'on a réinvesti dans l'immobilier, on a changé en fonction aussi des goûts d'aujourd'hui. Alors on s'inspire de ce qui se fait. On regarde pas mal de magazines de décoration et j'avais ces compétences techniques, mais à côté de ça, j'avais aussi ces compétences plus commerciales, plus côté négociation, parce que c'est ce que j'enseigne tous les jours. Donc je les ai utilisées dans cette passion et c'est vrai que elles m'ont servi pas simplement d'un côté purement technique de négociation ou technique de vente, mais plus d'un côté du côté relationnel, parce que ces projets-là, ce sont des projets qui restent des projets entrepreneuriales, c'est des projets où si on n'a pas cette âme d'avoir envie d'aller jusqu'au bout des choses et de se dépasser, vu les difficultés qu'on va rencontrer, même si on est préparé, même si on a certaines compétences, on apprend tous les jours.
Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'être bien formé et de savoir de quoi on parle. Alors, les compétences techniques, super, je les avais, donc je poursuis avec cette deuxième maison qu'on revend. Et entre-temps, au moment où on va déménager pour entrer dans cette maison-là, on déménageait d'un appartement qu'on avait en location sur Marseille. Et là, le propriétaire vient me voir et me dit, ben voilà, je vais vendre l'immeuble. Je dis, ah bon, ben écoutez, moi ça m'intéresse. Comme j'avais eu cette petite expérience sur Avignon et que je venais de la reproduire sur cette maison, je me suis dit, ben je garde toujours une marge de manœuvre. Je peux la garder parce que ben, le côté travaux, c'est moi qui le réalise. Tiens, j'aimerais me renseigner pour savoir si je peux l'acheter, cet immeuble. Donc j'appelle mon banquier, il me dit, écoutez, techniquement, ça a l'air plus ou moins faisable, maintenant ça va être compliqué. Je dis, bon, mais de toute façon, c'est toujours compliqué. Donc on y va. Je fais ma proposition sur l'immeuble, donc on négocie. Vous pourrez voir les détails, j'ai écrit les détails dans un livre pour expliquer clairement chaque étude de cas, chaque projet qui est bien spécifique et bien différent à chaque fois. Et donc j'ai acheté cet immeuble. J'ai fait 6 banques pour l'acheter, 5 qui m'ont dit non. J'ai amélioré le dossier à chaque fois. Je demandais tout le temps pourquoi, expliquez-moi, c'est quoi qui a pas fonctionné, pourquoi est-ce que j'y arrive pas, pourquoi est-ce que vous me dites non, quoi. Et du coup, j'ai amélioré le dossier et à la fin, le dernier banquier m'a dit, bah écoutez, vous avez été très clair à l'oral dans votre présentation téléphonique, vous avez été encore plus clair à l'écrit avec votre présentation du dossier global, donc pour moi, c'est bon, vous avez le financement. Je dis, écoutez, bon, super, mais ce que j'aimerais, c'est réellement l'avoir. Il me dit, écoutez, je fais partie de la commission, vous aurez votre financement. Et effectivement, j'ai eu le financement, j'ai pu acheter l'immeuble. À cette époque-là, j'étais en CDD, ma femme, elle était étudiante. Je lui ai fait signer l'achat de l'immeuble devant la fac à Marseille. Elle était en train de manger, je crois que c'était un pain bagna avec ses copines, et j'arrive, je lui dis, tiens, il faut signer papier, tiens, tu vas être propriétaire d'un immeuble. Il m'arrête, c'est pas vrai. Je dis, oui, c'est vrai. Et en fait, ben, on a utilisé tous les leviers et toutes les techniques qui existent. Même si ça paraît des fois inaccessible, en réalité, c'est vraiment la détermination qui fait la différence. Mais aussi l'expérience, parce qu'à force de ça, d'être confronté à ces difficultés-là, on apprend et on devient meilleur à chaque fois. Donc je termine l'achat de cet immeuble qui a été un événement assez sympa. Et là, on décide d'acheter un terrain pour construire. Donc le terrain, on décide de l'acheter évidemment à la montagne parce que c'est plus simple, à 2h30 de route. Et on construit un chalet de 80 mètres carrés au début et ensuite on y rajoutera un T2 par la suite. Donc on refait une division à l'intérieur du chalet pour le rendre plus rentable et parce que la demande elle est beaucoup plus importante sur des chalets de grosse capacité que sur des petits appartements. Donc on fait ça. En parallèle, on essaye aussi d'acheter un terrain une fois qu'on a eu vendu cette maison pour construire, pour avoir une surface beaucoup plus confortable. Et évidemment, des difficultés. Le terrain, on l'achètera jamais en réalité parce que les réseaux d'eau et d'évacuation n'étaient pas suffisants pour la ville. Donc la ville refuse de nous accorder le permis. Donc ça va pas plus loin. Le projet tombe à l'eau. Et on continue toujours à essayer d'acheter ou d'investir. Et là, on trouve une maison où il y avait une division parcellaire sur le côté, la maison avait été divisée et la vente de la maison avait lieu et puis la vente du terrain était séparée. Et qu'est-ce qu'on fait? On se positionne sur la maison, on fait une offre, 200 visites sur la maison. On est à la 200e visite, je peux vous assurer que l'état de la maison c'était compliqué. On achète cette maison et par plusieurs moyens, on arrive à acheter le terrain qui était juste à côté. Des moyens uniquement techniques, c'était réellement grâce aux connaissances qu'on avait. On achète aussi le terrain et au bout de quelques années, on retape la maison, on remet tout au goût du jour, sans forcément en faire quelque chose d'extraordinaire, mais on le remet au goût du jour et pareil, on le revend, on revend aussi le terrain sur le côté. Et toujours pris par le feu de l'action, on rachète un autre terrain pour construire et cette fois, on fait la construction complète. On poursuit et là, qu'est-ce que je fais? Je réinvestis encore une fois, comme à chaque fois. Et cette fois, j'achète... qu'est-ce que j'ai acheté juste après? Un appartement que j'ai transformé en loft
et un salon de coiffure. Donc la division elle était faite, c'était dans une copropriété avec dans un immeuble sympa à Marseille. Et par la suite, j'ai fait pas mal d'autres investissements. Alors c'était essentiellement des investissements de la défiscalisation. Alors la défiscalisation, c'était créer du déficit foncier parce que avec le chalet, j'étais en LMNP. J'essayais d'utiliser tous les leviers possibles pour optimiser aussi le côté fiscal. Et ensuite, quand je me suis retrouvé à aller au plus loin de tout ce que je pouvais faire, j'ai commencé à défiscaliser en créant du déficit avec des travaux. Donc j'achetais des appartements et là, c'est l'occasion et s'est présenté avec un loft et un salon de coiffure. Entre-temps, j'ai aussi acheté une maison de ville, très très technique, très compliquée, plein de recoins un petit peu partout, mais j'ai vu l'opportunité, j'ai racheté en parallèle, en même temps que j'achetais cette maison de ville, une petite terrasse extérieure, une petite cave, et j'ai réussi à tout regrouper. Ça a été de la négociation avec les autres personnes qui n'étaient pas forcément vendeuses. Donc j'ai pas forcément fait des affaires sur cette petite terrasse et cette cave, mais du coup ça m'a permis de créer 2 T3, réellement des T3, avec des extérieurs à chaque fois. Donc la vie a fait que je les ai revendus. Et j'ai continué encore à faire des investissements dans d'autres immeubles, cette fois aussi sur de la construction. Donc tout ça depuis 2003, on arrive en 2018, donc ça va bientôt faire une quinzaine d'années que je me suis passionné et que je n'arrive pas à m'arrêter. Si on reprend un peu le fil de tout ça, vers 30-32 ans, aujourd'hui j'en ai 39, j'aurais pu arrêter de travailler, ce que ça représentait à ce moment-là, c'était l'équivalent d'un salaire moyen qui tombait sans rien faire. Donc j'aurais pu me dire à ce moment-là, tiens allez j'arrête. Et c'était un peu l'objectif que j'avais au tout début quand je travaillais. Parce qu'après, à partir de 30-32 ans, je me suis rendu compte que je travaillais plus. C'était plus réellement du travail, parce que pour moi, la définition du travail, c'est faire quelque chose qu'on n'aime pas forcément. Et tant qu'on prend du plaisir, tant que c'est quelque chose d'agréable et qu'on s'amuse à faire ce qu'on est en train de faire, clairement, je peux pas appeler ça du travail, et je peux le faire pendant des heures et des heures. Je préfère même faire ça que passer quelques heures sur la plage. Donc, je passe quelques heures sur la plage aussi parce que ma femme me force. Mais évidemment que je prends énormément de plaisir à chercher, parce qu'il y a le côté recherche, je trouve ça assez sympa. Ça se compare pas à un chercheur de champignons par exemple, mais dans l'état d'esprit il y a un peu de ça, il y a un peu de tiens je passe mon temps à fouiner, à chercher. Et ce que je me suis dit au fur et à mesure de toutes ces années, c'est que le bon état d'esprit d'un bon chercheur dans l'immobilier, c'est d'abord de se poser les bonnes questions, de se dire qui je suis aujourd'hui, là sur l'instant. C'est quoi mes besoins? Alors les besoins, c'est pourquoi je cherche ça. Et une fois qu'on a répondu déjà à ces questions, ça nous permet d'être plus précis dans notre recherche. Après, les techniques de recherche, il y en a des tonnes, on va en évoquer quelques-unes. Mais à chaque fois, ça reste quand même lié à des êtres humains. Et la bonne affaire, elle arrive tout le temps, quand on s'y attend le moins, et quand on a les bons contacts avec les bonnes personnes. Et c'est rarement l'affaire à laquelle on s'attendait au départ. On n'imaginait pas forcément ça. Mais quand l'opportunité se présente, on sait que c'est celle-là. On le sait directement. Pourquoi? Parce qu'on en a raté 2-3 avant. Une bonne affaire, elle nous saute aux yeux quand on se dit, pétard, je suis passé à côté de celle-là, je suis passé à côté de celle-là, je passerai pas à côté de l'autre. Là, celle-là, c'est bon, elle est pour moi. Et du coup, on devient plus affûté. On devient plus précis. Et là, l'aspect négociation commence. C'est quoi la négociation? Une bonne négociation, c'est un bon compromis entre des personnes. Et la négociation, c'est le lien qui relie chacun d'entre nous. Donc ce lien, on va essayer de le rendre plus fort, de le travailler. Et ce lien, il commence déjà dans la recherche, parce que ça m'est arrivé quelques fois, on va dire sur les dizaines d'affaires que j'ai fait, à peu près la moitié ou voire un petit peu plus, c'est souvent des agents immobiliers qui me les ont fait faire. Et souvent, ils ont été assez bons dans la négociation et dans l'approche. Alors il faut un peu driver tout ça, un peu coacher, c'est important parce que c'est vous qui menez la danse. Mais le rapport humain, il est fondamental. Et d'autres fois, c'était en direct, donc là c'est à vous d'avoir les bonnes armes et de bien
et de bien réussir à aller jusqu'au bout des choses, parce que si vous allez trop loin aussi, le fil casse et à ce moment-là vous ne faites absolument rien. Donc la bonne affaire, pareil, elle nous passe sous le nez.